Bienvenue à tous et merci à vous de nous rejoindre. Des sujets que vous venez de suivre tout de suite et nous les débattrons avec mon invité Manix Iyenda qui est le porte-parole de LGD, Parti cher à Matata Pugno. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup monsieur Steve Mbouy. Alors 3 sujets d'actualité que nous allons décortiquer tout à l'heure, mais particulièrement quel est le sujet d'actualité qui vous a retenu cette semaine? Je pense que l'état des sièges demeure l'actualité qui préoccupe d'ailleurs toute l'opinion nationale et surtout que nous en tant qu'acteurs politiques, je pense que nous devons opiner dessus parce qu'il s'agit quand même sur la question de l'État, parce que le territoire, comme vous le savez, c'est un attribut très important pour qu'on parle effectivement de l'État au vrai sens du terme. Et aujourd'hui, nous tous, nous constatons que l'État de droit pose problème alors que nous sommes pratiquement, disons, l'état des sièges, alors que nous sommes pratiquement dans l'heure de bilan, dans l'heure des décryptages, mais aussi dans l'heure de tirer effectivement les grandes questions et les grandes conclusions par rapport à cette histoire. Alors en un mot, votre constat pour cet état de siège, échec ou réussite? Au-delà du fait que nous pouvons parler de l'échec, mais nous sentons davantage la passivité du gouvernement. Vous avez suivi le président de la République dans l'un des médias internationaux de la place, France 24, lorsqu'on lui a posé la question sur le bilan de l'état des sièges, le président de la République nous a parlé plutôt de l'augmentation de recettes, alors que les 2 objectifs pour lesquels l'état des sièges a été décrété, c'était d'abord la restauration de l'autorité de l'État dans la partie Est, Ituri et le Nord Kivu, mais aussi mettre fin à la guerre. Alors qu'aujourd'hui, sous état des sièges, Bunagana continue d'être prise en otage par le groupe rebelle, ça fait pratiquement plus de 3 mois. Aujourd'hui, sous l'état des sièges, vous avez vu les flopées de migration de la population congolaise qui tend de la partie Est vers l'Ouganda, vers le Burundi. Sous état des sièges, vous avez senti le propos désobligeant du secrétaire général des Nations Unies sur le Congo. C'est comme ça qu'on parle de l'isolement de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, le Congo est considéré comme un pays, comme une équipe qui joue sans gardien. C'est l'actualité qui vous a retenu. On va y revenir tout de suite. Nous allons passer au premier dossier de cette édition. Alors, en un an sous état de siège, la situation sécuritaire dans le Kivu s'est-elle améliorée ou plutôt dégradée? Les analyses, vous le savez, vont dans tous les sens. Au front, des territoires sont reconquis, d'autres sont encore sous occupation des groupes rebelles. Les arrestations des éléments de part et d'autre. Félix Tshisekedi ne mise que par des solutions en interne, mais également à l'externe, notamment avec ce balai diplomatique à travers le monde pour trouver une solution définitive à ce climat d'insécurité dans l'Est de la RDC. C'est le dossier numéro 1. Proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. 24 janvier 2019, Kinshasa est sous ébullition. Félix Tshisekedi prête serment après une élection mouvementée. Il devient le 5e président de la République démocratique du Congo. La particularité de son accession reste sans doute la passation de pouvoir pacifique, une première depuis le Congo indépendant. Dans l'enthousiasme de cette prise de mandat, Félix Tshisekedi hérite d'une nation divisée. Depuis une décennie, l'Est de la RDC est devenu le théâtre des exactions indescriptibles perpétrées par des groupes armés locaux et étrangers. L'alternance pacifique n'a pas du tout réussi à ramener la paix dans cette partie du pays. Il fallait bien trouver un moyen pour ne plus respirer ce vent belliqueux qui souffle. Mais que faut-il faire? La diplomatie et la politique s'activent. 2 ans après son accession à la magistrature suprême, Tshisekedi décide de prendre les taureaux par les cornes. Et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il instaure en mai 2021 l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces 2 provinces seraient désormais dirigées par des militaires, avec restriction de certains droits pour enfin éradiquer ce fléau qui sème peines et désolations depuis plus d'une décennie. Sur terrain, il y a une autre réalité. Dans l'Ituri, l'armée fait face aux groupes armés ethniques comme le Codeco qui prétend défendre une ethnie ou encore le groupe d'Isaïr. L'approche adoptée est autre, la sensibilisation. Je vais écouter toutes les couches de la population, qu'on me dise exactement quelle solution
Parce que la guerre que nous voyons ne peut pas être seulement les armes, mais nous devons faire une approche globale. Une démarche entreprise par le gouverneur militaire de l'Ituri, mais qui finalement ne donne qu'un maigre résultat. Les groupes armés qui avaient accepté de déposer les armes se sont rétractés, faute d'une prise en charge des démobilisés par le programme DDRR qui peine. L'envoyé du chef de l'État a été capturé, preuve d'un dialogue des sourds qui s'installe. Malgré plusieurs évaluations, dans la province du Nord Kivu à côté, outre les ADF, les FARDC sont surprises. L'élan de l'état de siège s'est estompé par la prise de Bunagana par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Nous allons récupérer notre Bunagana, notre cher Bunaga. Nous allons le récupérer. La décision du président de la République de multiplier les prorogations de l'état de siège ne connaît plus le soutien des élus, particulièrement de ces deux provinces. Éradiquer les poches d'insécurité dans la partie orientale de la RDC peine à donner des résultats. Le salut dans l'est de la RDC proviendrait-il de la force régionale de l'EAC? L'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est a comme privilège l'appui des autres pays membres pour éradiquer les groupes armés dans le M23. Nous sommes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons, coûte que coûte, récupérer la situation. L'appel à la force régionale de l'EAC n'augure guère d'espoir, surtout avec les récents propos du chef militaire de cette force, qui parle plus de la mise en place d'une zone tampon que d'éradiquer les groupes armés dans le M23. L'aspect sensibilisation adopté par le président national de l'Union pour la nation congolaise semble souffrir d'orphelin pour que, grâce à lui, la paix revienne dans la partie est du pays. Des propos qui n'ont pas laissé l'opinion indifférente. Le problème aujourd'hui n'est pas de démilitariser la région. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui serait à la base de cette insécurité à outrance. Qui sont les traîtres? Parce que l'ennemi externe qu'on a identifié depuis, ça fait déjà 5 ans, comme des ADF, ne peuvent pas avoir de la force s'ils n'ont pas des complices à l'intérieur. Vu l'état actuel de l'armée congolaise, c'est la même armée qui est dans tous les secteurs. Les secteurs miniers, les secteurs commerciaux. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus de ses avantages privés, il peut être en mesure de diriger toute une population. L'évaluation pour une seconde fois de cet état de siège a été faite à Bunia et à Goma par le Premier ministre Sama Lukonde. Le chef du gouvernement allège tant soit peu le calvaire de la population du coin par la levée de l'état de siège. C'était le vœu de tout un peuple. Mais comment combattre si le pays est condamné à certaines restrictions avant l'achat des armes? La solution de sensibilisation se présente désormais comme celle tant recherchée. L'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Uvira et Kindu, Vital Kamerhe a prêché la paix et a sensibilisé la population à rechercher la paix. Je suis venu d'abord vous dire merci. Merci beaucoup. Je suis optimiste et je crois que cette tournée du président Vital Kamerhe, qui est un homme pétri de paix et qui apporte toujours un plus dans ce pays, sera fructueuse. Il contribuera beaucoup au rétablissement de la paix dans la partie est de la République. L'aspect sensibilisation, combiné à la force régionale et à l'état de siège, pourrait-il rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays? Nombreux restent sceptiques et préconisent l'offensive. Manix Iyenga, 16 mois après l'instauration de l'état du siège, on a comme l'impression que ça boite. Est-ce que finalement, mettre des militaires à la tête de la province du Nord Kivu était la solution? Mais pas du tout. Le résultat nous en dit plus aujourd'hui. C'est sous l'état de siège, alors que la partie Ituri, la partie Nord Kivu, est conduite par un gouvernement militaire, alors que Bunagana a été prise en otage par le groupe rebelle. C'est une guerre, il faut des acteurs de la guerre. Non mais hein, attention, et d'ailleurs lorsque Bunagana a été prise en otage, ce n'était pas après la confrontation entre l'armée congolaise et le groupe M23. Ils ont occupé librement notre parti sans aucune confrontation. D'où la question, qui a donné l'ordre à l'armée congolaise de se retirer? Je vous ai dit au prologue de mon intervention, lorsque le président de la République, dans sa qualité de commandant suprême de la République, lorsqu'il évoquait sur cette question de l'état des sièges, au lieu plutôt de parler de la restauration de l'autorité de l'État, de la fin de la guerre, de cette atrocité, cette hémorragie mortelle qui doit prendre fin,
le président de la République a plutôt parlé de l'augmentation de recettes. C'est cela, au fait, la mauvaise direction que nous avions prise avec cette autorité militaire qui n'arrive pas à sauvegarder l'intégrité du territoire. Vous savez, lorsqu'on parle de l'État d'ailleurs, l'État n'est État que lorsque tous les éléments constitutifs de l'État sont réunis. Et lorsqu'on parle des éléments constitutifs de l'État, on commence par le territoire, la population, le gouvernement, la souveraineté, la constitution, la monnaie et ainsi de suite. Et parmi tous ces éléments, les territoires demeurent l'attribut majeur qui atteste même l'effectivité d'un État. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'occupation, c'est-à-dire l'État cesse d'être. Parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions dans la partie Bunagana. Quelle est la monnaie qui circule en ce moment? Mais Bunagana, quels sont les drapeaux qui flottent en ce moment? Bunagana, quelle est cette autorité investie en focus, c'est également des territoires qui ont été reconquis. Pourquoi on se stabilise rien que sur des territoires qui sont également des avancées? Non, mais vous ne pouvez pas faire cette comparaison parce qu'autrefois, et d'ailleurs même en termes d'histoire, je voudrais vous rappeler que c'était sous la gouvernance de M. Matata, la locomotive du gouvernement congolais sous la houlette de M. Joseph Kabila comme président de la République que nous avions vaincu le groupe M23. Et aujourd'hui, ce qui est très grave, c'est sous l'autorité militaire. Et déjà même lorsqu'on parle de l'état des sièges, comme vous le savez, c'est la restriction de certains droits et libertés fondamentaux de citoyens. L'état des sièges est un état d'exception. Et lorsque sous l'autorité militaire, la RDC n'arrive pas à reconquérir notre territoire, ça c'est quand même très grave. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs politiques de l'opposition, nous pensons qu'il y a une forte passivité dans le chef du gouvernement congolais. Malheureusement, le président de la République, lorsqu'il essaye de mettre en exergue les différentes stratégies pour vaincre le groupe M23, seulement il tient compte des stratégies diplomatiques qui aujourd'hui nous a prouvé à suffisance qu'il y a assez d'échecs. Et aujourd'hui, on ne peut même pas parler de la diplomatie. La diplomatie, nous allons parler telle que nous l'avons toujours entendu dans le chef nous allons l'aborder. Ceux de l'Union quelle est votre approche? Est-ce que vous avez comme l'impression finalement que si ça boite aujourd'hui, c'est un problème, le couac se trouve au niveau de la sensibilisation, de la stratégie mise en place pour vaincre les mouvements rebelles, ou plutôt sur terrain, les mouvements rebelles sont plus forts que les FARDC? Ça, c'est encore très grave. Vous avez même entendu sur cette question-là, le secrétaire général des Nations Unies, il a légitimé le groupe M23 en le considérant comme une armée moderne et il a même reconnu l'incapacité de l'ONU via la MONUSCO de faire face à ce groupe rebelle M23 détenant des armements plus lourds que l'ONU. Ça, c'est des 1. Et des 2, vous savez que la question de la défense, la question de la sécurité relève de l'apanage exclusif de l'État. C'est une compétence nationale, c'est à l'État d'assurer la protection de notre intégrité territoriale. C'est vrai, aujourd'hui, les débats s'est orienté vers la MONUSCO. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est la MONUSCO qui nous empêche aujourd'hui de récupérer Bunagana? Est-ce que c'est la MONUSCO qui peaufine des stratégies militaires, des stratégies de défense pour faire face à ce genre d'agression? Je dis non. Et encore que lorsque la MONUSCO partira, quels sont les mécanismes en termes de sécurité que vous allez prendre, vous en tant qu'État, pour combler les vides de la MONUSCO? Et ça, ce sont des questions de base que nous devons nous poser par rapport à cette situation. Et d'ailleurs, vous avez vu, du haut de la tribune des Nations Unies, comment est-ce que le président de la République lui-même, il a peint un tableau noir par rapport au résultat même de sa diplomatie qui n'a pas réussi. En tenant un discours fort, direct à l'encontre justement du Rwanda, il a une Non, mais attention, ce n'est pas un discours fort. Il ne suffit pas pour le président de la République de dénoncer le Rwanda. Il ne suffit pas pour le président de la République de citer le nom du Rwanda. Parce qu'après avoir cité le nom du Rwanda et considéré le Rwanda comme un État agresseur, il faut tirer les conséquences. Première conséquence, si réellement le Rwanda est un État agresseur, pensez-vous que la RDC et le Rwanda peut continuer à entretenir les relations diplomatiques au beau fixe? Vous êtes pour une rupture totale avec le Rwanda, par exemple? Je suis pour la rupture totale, parce que lorsque nous avons affaire à un État agresseur, on doit tirer les conséquences tant sur le plan diplomatique, tant sur le plan de la justice internationale. Et d'ailleurs, il y a même des canaux de la justice internationale qui donnent à chaque État la possibilité, effectivement, d'ester les instances judiciaires internationales pour endosser la responsabilité de cet État que vous qualifiez d'un État agresseur. Ça, c'est de 1. Et de 2,
Aujourd'hui, je vous ai dit que la RDC ne peut pas continuer à entretenir des relations diplomatiques au beau fixe. Notre ambassadeur continue d'opérer à Kigali et encore que l'ambassadeur rwandais est à l'aise ici à Kinshasa et il continue d'évoluer comme si de rien n'était. Et là, ça veut tout simplement dire entre le Rwanda et la RDC, les relations diplomatiques continuent. Mais au-delà de la stratégie diplomatique, je vous ai dit que la question de la sécurité, la question de la défense relève de la compétence nationale. Nous devons compter sur notre armée. Et d'ailleurs, il vous souviendrez qu'après le départ de Joseph Kabila, Kabila nous a laissé une armée qui était à la 8e position d'après les classements africains. Kabila nous a laissé une armée qui était en 5e position en termes d'effectifs militaires parce que lorsqu'on parle d'une armée puissante, il y a 3 indicateurs qui entrent dans la ligne de compte. Le premier indicateur, c'est l'effectif militaire. Et pour ça, nous avons déjà un acquis que nous devons sauvegarder à bon escient parce que le Congo, la RDC, occupe la 5e place après l'Érythrée, après les Soudans du Sud, après le Maroc, après l'Égypte, avec un effectif militaire de plus de 150 000 militaires, alors que le Rwanda à peine n'a que 33 000 militaires. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect budget. Quel est le budget alloué à l'armée congolaise aujourd'hui pour permettre à cette armée de doter des matériels nécessaires afin d'équiper notre armée en termes de munitions, en termes d'armement, des hélicoptères de guerre, des avions de guerre, et etc. Aujourd'hui, le budget de la RDC est en deçà du standard moyen d'un État capable d'assurer la sécurité de sa population et de son territoire. Et enfin, le troisième indicateur, c'est l'indicateur de la formation. Heureusement, Félix Tshisekedi l'a reconnu d'avoir hérité une armée organisée parce qu'aujourd'hui, nous avons assez de centres de formation que nous devons renforcer en termes de continuité de l'État. Et donc aujourd'hui, cette question de l'Est relève de la compétence du gouvernement national. C'est comme ça que je vous ai dit, au-delà de la stratégie militaire, au-delà de la stratégie politique, au-delà de la stratégie diplomatique, il faudrait aussi une stratégie d'intégration communautaire parce qu'il faut entraîner la population derrière son armée. L'armée ne peut pas vaincre la guerre. Mais est-ce que sans la population derrière? Cette même population qui est parfois accusée, on l'a vu récemment d'ailleurs, même pour clore avec ce dossier, on l'a vu récemment en général mise aux arènes. C'est vrai que les raisons de son arrestation ne sont pas encore connues. Mais est-ce que vous avez comme l'impression qu'au niveau même de l'interne, au sein de la population de l'armée, il y a à refaire justement pour que sur terrain les FARDC puissent mener bien ce combat? Non, moi je ne vous permettrai pas d'endosser la responsabilité à la population. Et d'ailleurs, notre population... Elle est parfois pourtant accusée, hein? Non mais, c'est vrai que... c'est vrai, la population a son degré de responsabilité, mais attention, la population de l'Est, en particulier, a joué un rôle de vigilance nationale, ne serait-ce que pour sauvegarder la partie Est. Évidemment. Vous avez vu comment est-ce que cette population a fait preuve d'une bravoure légendaire lorsqu'il a osé de mettre son pied dans la partie rwandaise. Évidemment. Vous avez vu même l'armée congolaise lors d'une marche d'endurance ici à Kinshasa où les militaires disaient « Félix Tshisekedi pesa biso mandoki tosilisa naba rwandais ». Et donc aujourd'hui on comprend que l'armée est debout. La population est debout, seul le pouvoir de M. Tshisekedi qui continue de dormir. C'est ce qui est encore très déplorable. Et donc, l'armée congolaise, la population congolaise, je pense qu'ils sont très debout et avec cette population, je pense que nous devons et nous continuons à préserver et à garder la sacralité de notre territoire, mais malheureusement, nous sommes trahis par la passivité de ceux qui dirigent le pays. Bunagana sera repris, le gouverneur de la province du Nord Kivu l'a dit.